Les archives sont la mémoire, elles sont aussi le grenier de l'histoire. 1938, il faut sauver les archives d'Husserl. Vous venez d'entendre un écho à propos de la phénoménologie et de l'œuvre du philosophe Edmond Husserl. Mais vous n'ignorez pas, je vous l'avais dit, que nous n'avons que 25 minutes et que nous n'avions pas la prétention d'apprendre à nos auditeurs ce qu'est la phénoménologie, mais seulement de les inciter à s'y intéresser et à se reporter aux ouvrages de Husserl lui-même ou aux ouvrages de ses commentateurs. Écho lointain d'une émission d'il y a 60 ans, ça ne s'est pas amélioré. Nous n'aurons pas, nous non plus, la prétention de traiter de la phénoménologie selon Husserl. L'historien peut pourtant tirer beaucoup de l'exigence absolue qu'elle fixe, l'attention à la manifestation du monde. On pourrait dire aussi comment le compagnonnage philosophique initié par Husserl s'est étendu rapidement en France, dès le début des années 1930. Lévinas, Sartre, Aron d'abord, en furent. En avril 1939, un an après la mort de Husserl, Merleau-Ponty tint à aller en Belgique consulter ses manuscrits inédits. La question aujourd'hui sera justement de savoir comment les archives de Husserl sont passées en Belgique, y devenant une source essentielle de la pensée contemporaine. Dans ces dernières années, le maître d'origine juive avait été ostracisé. Après sa disparition, ses papiers, que conservait sa veuve, étaient à la merci des nazis. Or, ces papiers, quelques 40 000 feuillets, représentaient une vie de travail. Husserl, homme de peu de publications, y avait en effet jeté les réflexions qu'il notait en sténo, tant elles se bousculaient. L'été 1938, un franciscain belge, von Breda, vient proposer à Madame Husserl d'organiser un transfert de ses archives vers l'université de Louvain. Mais il faut transférer aussi les deux assistants de Husserl, seuls capables de déchiffrer les textes, et Madame Husserl elle-même, et la bibliothèque, et à tout prendre, les cendres du maître. Hitler a alors commencé ses attaques contre la Tchécoslovaquie, l'Europe se mobilise, le temps presse comme un garrot. Il sera ici question de von Breda plus que de Husserl. Le franciscain n'était peut-être pas un philosophe de premier plan. On peut diminuer son mérite en disant qu'il n'avait pas assez de puissance d'imagination pour se figurer les dangers qu'il courait. On peut aussi soutenir que 99,9% et davantage des gens ne s'intéressaient aucunement aux pages qu'il s'acharnait à sauver. Pourtant, quelque chose de la pensée européenne s'est joué ici. Von Breda savait d'instinct qu'en la circonstance, il gardait la liberté de soulever le joug. Il l'a pris. Le joug n'existe que parce que nous tendons le cou. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Bruce Bégou, bonjour. Bonjour. Alors, je peux vous présenter en futur animateur du Café de philosophie populaire de votre bonne cité de Lectoure, dans le Gers, oui, dont vous venez. Vous n'allez pas commencer par la phénoménologie. Oh, je ne sais pas, peut-être. Je ne crois pas que ce soit la question qui nous réunisse aujourd'hui. C'est plutôt le sauvetage. Votre thèse sur la phénoménologie. Ah oui, bien sûr, oui. Vous pouvez oui. la définir d'un mot aujourd'hui. Ce serait difficile, mais disons, c'est un exercice qui vise à suspendre tous les préjugés et toutes les idées traditionnelles issues de la philosophie pour essayer de recommencer à voir et à interpréter le monde sous un œil neuf et vierge. Ce qui nous intéresse en effet ici, c'est le sauvetage des archives de son fondateur. Vous publiez chez Fayard un roman, Le Sauvetage, librement inspiré de la première partie du texte de Léo von Breda, qu'opportunément les éditions Alia, auxquelles vous n'êtes pas complètement étranger, rééditent en cette saison. Le 27 avril 1938, dans une atmosphère ecclésiale, dites-vous, mais raréfiée. Le maître meurt. Oui, il meurt un peu isolé, puisque le régime nazi, par différentes lois, l'a empêché de poursuivre ses activités. Alors, il était déjà à la retraite depuis 1928, mais il y avait interdiction de se déplacer, de consulter des ouvrages à la bibliothèque et d'en emprunter.
beaucoup de doctorants ou de philosophes se sont éloignés de lui. Donc il n'y avait plus qu'un petit cercle, au fond, de fidèles, notamment... Parmi ceux qui se sont oui. éloignés de lui, un nom que vous ne citez jamais, que la famille Husserl ne citait pas non plus, Monsieur H. Oui, Martin Heidegger, oui. Bon, on connaît tous l'histoire... Enfin, de cette rivalité qui est née à la fin des années 20 et qui a conduit au fond Heidegger à ne pas faire grand-chose pour aider son maître d'origine juive, alors que lui-même avait, disons, des fonctions, quoi, parce qu'il était recteur d'une université sous au fond, la volonté du Reich nazi. Ouais. Parmi les derniers fidèles, quelqu'un qui d'ailleurs gardait le contact avec Monsieur H, Finck. Oui. L'autre grand disciple est à Prague. Oui, Landgrebe, oui. Oui. Et d'ailleurs, il a commencé à transcrire aussi des manuscrits à Prague. Et ensuite, il va être obligé de fuir Prague, puisque les nazis, en 1939, vont envahir la Tchécoslovaquie. On n'a pas dit qu'on était à Fribourg, en Allemagne du Sud. Fribourg, en Brisgau, c'est-à-dire situé dans l'ancien comté dit le Breisgau, qui comprenait au premier millénaire de notre ère le sud-ouest de l'actuel pays de Bade et une partie de la Haute-Alsace. Fribourg est avec Heidelberg et Constance une des villes les plus remarquables et les plus souvent visitées de l'Allemagne du Sud. Alors Fribourg était une ville un peu magique, avec son énorme cathédrale. Alors sur la place de la cathédrale, vous avez une maison qui est badigeonnée de rouge sang, c'est la maison des marchands. Badigeonnée de rouge, ils doivent la rebadigeonner tous les ans, c'est pas possible, pour qu'elle soit aussi pétaradante. Et j'y étais notamment au moment où les nazis ont pris le pouvoir. Et je dois dire que la politique en Allemagne se déroulait dans la rue. C'était un spectacle permanent de manifestations, de discours, de défilés, ça n'arrêtait pas. Et nous les gosses, on était sur le trottoir, on regardait, on écoutait, on se faisait expliquer. Et nous fréquentions par la force des choses, grâce à l'oncle curé, n'est-ce pas, des milieux catholiques, très catholiques. Et je voudrais témoigner que les milieux catholiques que nous fréquentions à l'époque étaient foncièrement anti-nazis. Et pas du tout pour des raisons politiques, c'était des milieux très apolitiques, mais simplement pour des raisons religieuses, parce qu'ils estimaient que le nazisme était incompatible avec la morale chrétienne. Et c'est une chose qu'il faut dire, parce qu'on a souvent accusé les milieux catholiques, enfin les autorités catholiques allemandes de cette époque, d'avoir eu des complaisances à l'égard du nazisme. Moi, en tant qu'enfant de cette époque-là, eh bien, je peux témoigner tout à fait du contraire. C'était l'écrivain Michel Tournier. Bon, l'évêque de Fribourg, peut-être avec quelques complaisances et davantage pour le nazisme. Mais le père von Breda, ce franciscain belge, qui arrive le 15 août 1938 à Fribourg, qui va loger dans un couvent de sa congrégation, va voir d'ailleurs que les nazis n'aiment pas les catholiques. Oui, il arrive dans un contexte qui est fortement anti-catholique. Il y a de nombreux procès, montés souvent de toutes pièces, d'extorsion de fonds, etc., d'histoires de mœurs pour discréditer des prêtres, des moniales et pour fermer des couvents ou fermer des églises. Donc surtout d'ailleurs dans le sud de l'Allemagne qui est encore fortement catholique. Donc il y a toute une agitation culturelle contre le catholicisme aussi. Et donc lorsque Van Breda arrive, bien évidemment, il ne peut pas ignorer au fond, ce contexte teinté d'un anticatholicisme qui est, au fond, une des variantes de l'antisémitisme des nazis. Sa robe de bure, qui est considérée parfois avec méfiance par les nazis dans le tram, donne plutôt confiance à Madame Husserl, qui le reçoit dans sa maison où il vit dans l'éloignement. Et déjà, la pénurie, les livres sont toujours là, les archives sont toujours là, mais vous décrivez le décor, à la fois bourgeois, classique, et déjà dépeuplé. Il a 27 ans, cet homme, et on lui a donné une mission à Louvain concernant les Husserl. Oui, mais c'est une mission très modeste. Il s'agissait de faire un état des lieux des manuscrits existants et peut-être d'en publier quelques-uns à Louvain, dans la revue philosophique. Mais lui, il va tout de suite
et très rapidement, dès la première entrevue avec Madame Husserl, il va tout de suite proposer tout autre chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus téméraire. Son projet personnel. Alors on va l'entendre dans l'émission de Jean Amrouche. À Royaumont, en 1957, avait été convoquée une réunion Husserl, où étaient Lévinas, beaucoup de spécialistes et de disciples du maître, et le père von Breda lui-même. Husserl avait une méthode assez particulière d'écrire et de travailler. Depuis l'âge de 30 ans à peu près, il composait toujours en sténographie. Disons jusqu'à l'âge de 45 ans, il a beaucoup lu. Mais dès 1905-1907, c'est avant tout en sténographiant qu'il pense et il jette donc continuellement sur papier le résultat de ses cogitations. Et c'est ainsi qu'il a laissé à sa mort, chose étonnante, 40 000 pages in octavo de textes sténographiés. Il s'agissait de 40 000 pages inédites? Inédites. Disons, il y a peut-être 2000 pages de textes qui correspondaient à des ouvrages qu'il avait déjà publiés. Et les 38 000 autres sont inédites? Sont inédites et voilà, c'était de la sténographie. J'arrive là, à ce moment-là, parce que je préparais un doctorat, ou ce qu'on appelait en France un doctorat ès lettres. Et j'ai consulté, enfin, après une certaine hésitation, je lui présentais chez Madame Husserl. Et voilà que, tout à fait à l'improviste, c'était au moment de Munich. Oui. C'est elle qui m'a demandé de sauver les manuscrits qui étaient réellement en danger. On commençait à détruire les œuvres, on commençait à détruire les manuscrits, les meubles et tout de juifs. Et les 40 000 feuillets, ça représente, Bruce Bégou, un matériau à inventer et à faire vivre. Oui, c'est une somme énorme. J'avais fait le calcul, à partir, disons, de l'âge de 20 ans jusqu'à sa mort, j'avais calculé le nombre de pages écrites par jour. J'arrivais au résultat stupéfiant de 3 pages écrites par jour. Ça veut dire que tous les jours, week-end, comme on dit, de 2 jours et jours de vacances, Husserl écrivait en moyenne 3 pages de philosophie pure et dure. Oui, mais en sténo, oui, et en avec sténo, une oui. stélo qu'il améliorait de signes de sa façon que seuls ses assistants savaient déchiffrer. Oui, voilà, il avait des particularités. Il avait appris la sténo, en fait, lorsqu'il était étudiant pour prendre des notes à Vienne, à la fin du 19e siècle, et donc il avait gardé cette méthode au fond de prise de notes rapide. Et effectivement, il écrivait tous ses textes dans cette méthode Gabelsberger que en 1938, plus personne n'utilisait puisqu'elle datait du 19e siècle. Donc, il faut transplanter tout ça pour le sauver en Belgique, dans cette université de Louvain dont il est un modeste étudiant, et ça va coûter cher parce qu'il faut le transfert. Comment d'ailleurs faire le transfert avec la surveillance nazie, transporter Madame Husserl, les cendres. Pourquoi s'est-il fait incinérer pour être protégé? Oui, parce que Husserl avait peur que sa tombe soit vandalisée par les nazis, et donc il avait préféré l'incinération. Oui. Et il faut les 2 assistants, dont l'un, Landgrave, est à Prague, où il a d'ailleurs, vous le disiez, conservé quelques documents. Alors quand le père von Breda écrit à ses supérieurs et présente le devis... Oui, la réaction est un peu... pour le moins étonnée et un peu froide, hein, parce que bien évidemment, ce n'était pas du tout la mission que son directeur de thèse, Dopp, lui avait confiée. Et Van Breda propose rien de moins que de créer des archives avec des assistants, de rapatrier 40 000 pages de manuscrits et de les publier. Alors qu'au départ, le contrat était simplement de proposer la publication de quelques manuscrits dans une revue. Donc il a pris un peu, il a mis au pied du mur en fait sa hiérarchie en les sommant de l'aider et d'aider Madame Husserl. Nous sommes en août-septembre 1938, il fait très chaud, les dessins humoristiques représentent les gens à la plage cherchant l'huile à bronzer, elle est entre le masque à gaz et le carnet de mobilisation, parce que le carnet de mobilisation c'est pour demain. Hitler a commencé ses attaques contre la Tchécoslovaquie. Climat électrique que vous décrivez, où vous avez introduit un personnage qui est de votre invention, non? Un gestapiste qui est au basque du franciscain. Oui, parce qu'il y avait différentes sections, la Gestapo, notamment une qui s'occupait des affaires anticatholiques et donc qui surveillait les couvents, les prêtres et qui même parfois montait
des affaires de toutes pièces pour discréditer les prêtres. Et je me suis basé en fait sur des remarques de Van Breda dans son récit de 59, enfin publié en 59, mais qu'il a fait dès 56, où il dit qu'il avait l'impression d'être suivi, qu'il y avait une surveillance policière, et il s'étonne même qu'il n'ait pas été arrêté. Et donc, partant au fond de cette suggestion, j'ai inventé en fait un policier de la Gestapo qui le suit et enquête sur lui. Le récit, c'est chez Alia, votre roman, c'est chez Fayard. Vous avez inventé dans le roman une séquence postérieure de la vie de Van Breda. Il aurait vu Zabriskie Point, vous savez, la scène finale, celle de l'explosion. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Et la question est, comment sauver en 1938 les archives de Husserl? La question pourrait être, Bruce Bégou, comment définir la phénoménologie dont Husserl est l'initiateur? Votre gestapiste, celui qui est au basque de Von Breda, le sauveteur, trouve que c'est une usine à migraine, non? Oui, disons que comme il est quand même consciencieux, il se plonge un peu dans les textes de Husserl, parce qu'il ne connaissait pas cet homme, et donc il voit bien les mouvements que fait Van Breda pour sauver ses manuscrits. Donc il jette un œil dans les textes de Husserl. Effectivement, il ne comprend pas grand-chose, mais bon, vu le niveau général intellectuel des membres du parti nazi, ce n'est pas tout à fait étonnant. On ferait mieux, je ne sais pas, plutôt que de couper les chemins en quatre, de construire des maisons, de faire des enfants, de fondre des canons. Jean Amrouche lui-même, en 1957, devant le père Von Breda, dans cette émission à Royaumont. L'homme étant donc toujours dirigé vers autre chose, est à définir comme un être dans le monde. Oui. Sartre a même trouvé une formule extrêmement remarquable. La conscience est un éclatement vers le monde. Je crois tout de même que c'est sa formule. Oui. Jean Val, vous n'avez rien dit. Je vois que vous sommeillez en griffonnant je ne sais quoi sur votre papier. Vos amis savent que votre écriture est illisible. Je n'essaierai donc pas de déchiffrer ce grimoire. Mais je voudrais bien qu'on entendît votre voix. Grotthuysen, disparu depuis un certain nombre d'années, considérait la phénoménologie comme nous permettant de nous promener dans ce qu'il appelait une sorte de palais d'idées. Alors c'est un des pôles entre lesquels se meut ma réflexion pendant que je semble sommeiller, parce que l'autre pôle c'est la Lebenswelt, le monde quotidien, et c'est entre ce palais d'idées et ce monde quotidien que je me trouvais. Et c'est entre ces deux qu'est sans doute l'intentionnalité. Je pourrais imiter Amrouche, là. Oui. Vous pouvez raconter la réponse qu'a donnée Aron, qui revenait d'Allemagne, où il avait rencontré les textes d'Husserl, à Sartre, qui, avant-guerre, s'inquiétait de savoir ce qu'était la phénoménologie. Oui, Aron revenait de Berlin, où il avait sans doute un échange d'études à l'université, et donc il rencontre Sartre, qu'il fréquentait assez souvent. Ils étaient de la même promo à l'ENS. Et donc Sartre lui demande de manière impatiente, mais alors, qu'est-ce que cette phénoménologie dont on parle tant en Allemagne, hein? Et Aron, la légende dit qu'ils étaient dans un café déjà à Saint-Germain, et qu'il se tourne vers son verre et lui dit, tu vois, la phénoménologie, c'est ça. Il suffit d'observer, de regarder, de tourner le verre sous toutes ses faces et de le décrire. Et voilà ce qu'est la phénoménologie. Oui.
Alors, comment faire pour sauver les archives d'Husserl? Il y a une piste. Fribourg, c'est pas loin de Constance, sur le lac de Constance, au milieu du lac, et il y a la frontière avec la Suisse. Oui. Alors là, c'est au départ, Van Breda pense utiliser, parce qu'il y a une certaine urgence. C'est-à-dire, bon, il y a la crise de Munich qui arrive, Madame Husserl et son banquier qui s'appelait Krebs pensent que la guerre va être déclenchée, et Fribourg est en première ligne, puisque près de la frontière française, et donc ils ont peur que la guerre détruise la maison ou détruise les archives. Donc ils ont à la fois peur de la destruction possible par les nazis et aussi de la destruction par la guerre. Donc il faut agir très vite. Et Van Breda propose d'abord d'utiliser la valise diplomatique. Donc il se rend au consulat de Belgique à Francfort, mais le consul, qui est allemand d'ailleurs, de la Belgique, lui dit que seule l'ambassade de Berlin possède cette capacité de faire passer des documents par la valise diplomatique, et encore faut-il avoir différentes... Donc il va falloir se contenter de simples valises et de beaucoup de valises, parce que ça pèse 100 kilos tout ça. Oui, il y a 3 grosses valises. Est-ce qu'on peut passer par Constance? Alors, il y a un personnage qui apparaît, qui est une sœur, sœur Jägerschmidt, Adèle Gundis, qui elle appartient à une communauté de Lioba, qui a en fait une résidence d'été à Constance, qui est sur la frontière suisse, et la sœur explique que les sœurs de Lioba ont des activités de charité des deux côtés de la frontière, et que peut-être elles pourraient transporter ces manuscrits cachés sous leurs vêtements ou dans leur sac. Et donc elle part avec les 3 valises, sauf que, comme c'est la crise de Munich, les mesures aux frontières sont très restrictives, il y a un climat de panique et de peur, et donc elle renonce à faire passer ces documents, parce qu'il y en a quand même plus de 100 kilos, donc c'est pas rien. Et puis bien évidemment, elles risquent leur peau, parce que si elles sont prises en train de faire passer des documents d'un philosophe, bon, certes converti au protestantisme, mais d'origine juive, chaque année, des milliers de catholiques sont envoyés dans les camps de concentration, donc dès 33 d'ailleurs. Alors, retour à l'hypothèse de la valise diplomatique, oui. Mais alors là, il est belge, Van Breda. L'accord de l'ambassade belge à Berlin, et en admettant que l'ambassade belge le donne, elle ne peut accueillir de biens qu'appartenant à des citoyens belges. Et les papiers d'Husserl ne sont pas les papiers d'un citoyen belge. Oui, tout à fait. Alors c'est la raison pour laquelle Madame Husserl, en fait, avec un juriste, fait un papier, elle fait une donation de l'héritage de son mari, dont elle était avec son fils, mais qui était exilé aux États-Unis. La dépositaire, et donc elle fait de Van Breda le légataire, en fait. Quel risque, quoi. Oui, parce que la situation est tellement désespérée qu'elle joue en quelque sorte son ventoux avec Van Breda, et Van Breda, depuis 15 jours, au fond, court partout pour sauver ses manuscrits, donc elle a confiance en lui. Il n'a jamais mis les pieds dans une ambassade. Oh, je ne pense pas, non. Et alors il arrive à l'ambassade de Berlin, il fait toujours aussi chaud. Alors d'abord il va récupérer les manuscrits à Constance, 3 grosses valises, etc. Et ensuite il arrive à Berlin, et il demande tout de suite une entrevue. Et la première personne qu'il rencontre, qui est le consul général, Monsieur Halleux, lui dit que ce n'est pas possible, car au fond, la décision ne peut être prise que par l'ambassadeur qui n'est pas là, et deuxièmement, la plupart du temps, ce sont des documents appartenant aux diplomates eux-mêmes et qui ont une certaine importance pour l'État belge. Mais des manuscrits d'un philosophe quasi lisible, dans une méthode de sténographie oubliée, ce n'est pas, dans cette période, on peut dire, tendue, disons, la priorité de l'État belge. C'est oublier que l'État belge a des représentants dans la diplomatie qui appartiennent à la meilleure aristocratie cultivée, et voici que surgit dans le jardin de l'ambassade le vicomte Berryer. Voilà, en fait, il rencontre, il le raconte dans son récit, je reprends cet épisode dans mon roman, il rencontre donc le vicomte, qui est lui le secrétaire de l'ambassade, donc après l'ambassadeur, c'est lui, et qui tout de suite, lorsque Van Breda lui explique sa situation, lui dit que bien évidemment, il met à sa disposition le coffre de l'ambassade, et il accepte d'abord d'entreposer tous les manuscrits dans l'ambassade de Belgique, et ensuite d'utiliser la valise diplomatique pour transférer ces manuscrits en Belgique à Louvain. Votre roman, Bruce Bégou, s'arrête à cet instant précis. Le récit du père Van Breda, qui est publié en parallèle chez Alia, va un peu plus loin. Le franciscain raconte comment il est reparti en Belgique, il a essayé d'agiter les choses par l'autre bout, convaincu les autorités de Louvain de financer
les archives Husserl, qui sont au fond constituées dès mars 1939, quand est passée la valise diplomatique, quand Madame Husserl a pu passer la frontière, quand les deux assistants sont réunis et quand les cendres ne sont pas loin. Mais voici qu'en mai 40, la Belgique est envahie. L'aviation de bombardement ennemie attaque les ports. À l'intérieur du pays, il y a de nombreuses victimes. Dans sa rage meurtrière, l'ennemi jonche sa route de Monceau-d'Orvin. Nouvelle Attila, il sème sur son passage la destruction. Immédiatement s'est posé le problème de sauver tout cet ensemble qui appartenait donc à un immigré juif. Oui. Dieu sait ce que j'ai dû faire pendant la guerre pour mettre en sécurité tous ces documents. Von Breda n'en dira guère plus. Oui, alors, on sait qu'il les a cachés dans des fermes autour de Louvain, qu'il a caché Madame Husserl dans un couvent, et que il a dispersé les manuscrits pour éviter qu'ils ne soient détruits. Et puis il y a une autre solution qui est apparue dès 1939, quand Merleau-Ponty est venu consulter ces manuscrits en Belgique, c'était de pouvoir constituer des doubles pour rapatrier ces doubles à Paris. Et donc dès le milieu des années 40, en fait, il y a déjà des manuscrits ou des retranscriptions de manuscrits qui ont transité de Louvain à Paris, avec deux jeunes philosophes, Maurice Merleau-Ponty et Tran Duc Thao, phénoménologue d'origine vietnamienne, grand philosophe marxiste, qui a fait un lien entre marxisme et phénoménologie, qui eux vont en quelque sorte être à l'origine de la création des archives Husserl de Paris. Oui. Et... Donc la progression du Reich entraîne la fuite des manuscrits. Enfin, on peut mettre en parallèle le parcours des textes et le parcours des troupes. Oui, c'est plus le Reich avance, plus les manuscrits fuient, d'abord à Louvain, puis à Paris, et ensuite à New York, puisque lorsque on comprend là aussi que l'avancée du Reich allemand sera totale sur le territoire français, il y a l'idée aussi de créer des archives Husserl à New York, et qui existent toujours à New York University. Merci à vous, Bruce Bégou. Votre livre chez Fayard, Le Sauvetage, au moment de l'enterrement en 1974 de Von Breda, Emmanuel Levinas a versé du sable, selon une vieille coutume juive, sur le cercueil de son ami. Jan Patočka, qui était un intime aussi de Von Breda, n'avait pas pu se déplacer. Philosophe tchécoslovaque, il était retenu par les autorités communiste et il allait mourir bientôt au moment de l'établissement de la charte 77.